L'intersigne de l'image dans l'eau. Guillaume Flory, le héros de Pêcheur d'Islande, le Yann de Loti, a raconté à monsieur Armandaillot qu'en se penchant un soir au clair de lune pour se désaltérer à une fontaine, il avait senti une tape sur l'épaule, entendu une plainte pareille à un appel de cauchemar, et vu dans l'eau une tête de mort, celle d'un de ses amis parti pour Islande et qui n'est pas revenu. Voir le furteur breton. J'étais bien jeune alors, mais j'ai de ceci une souvenance aussi fraîche que si la chose s'était passée d'hier. Or, j'ai 68 ans sonnés. J'en avais à peu près 12 à l'époque dont je vous parle. On m'avait prise par charité comme gardeuse de vaches à la ferme de Quatbeuse, dans la paroisse de Kerfeunteun. Kerfeunteun est une commune rurale, presque un faubourg aux portes de Quimper. Ce matin-là, on m'avait envoyé paître le troupeau dans les prairies le long du Ster, où le foin avait été fauché de la veille. Le Ster conflue avec l'Audet à Quimper même. Quimper signifie confluent. Pendant que mes bêtes broutaient çà et là, je m'étais assise sur la berge de la rivière, et je m'amusais, pour passer le temps, à battre l'eau avec la gaule qui me servait d'ordinaire à rassembler les vaches. Soudain, je tressaillis. Devant moi, dans l'eau qui était à cet endroit dormante, mais très limpide, je venais de voir aussi nettement que je vous vois se dessiner la figure et tout le haut du corps de mon maître. Je remarquai même qu'il avait l'air sombre. Je crus qu'il s'apprêtait à me gronder, parce qu'il me surprenait à flâner ainsi, et je n'osais détourner la tête. Mon embarras dura bien 2 ou 3 minutes. À la fin, étonné de n'attraper ni gronderie ni gifle, car il était réputé pour avoir le geste prompt, je pris mon courage à 2 mains et me relevai d'un bond. Jugez de ma stupéfaction quand je constatai qu'il n'y avait dans le pré que mes vaches et moi. À moins de s'être abîmé sous terre, le maître ne pouvait avoir disparu si vite. D'autre part, il n'y avait pas de doute possible, c'était bien son image que je venais de voir là, dans l'eau de la rivière. Je ruminais cette aventure étrange tout le reste de la journée. À la brume de nuit, je rentrai avec mes bêtes. La première personne dont je fis rencontre, en ouvrant la barrière du Quatbeuse, ce fut précisément le maître. Il ne m'a rien dit là-bas, pensai-je, mais il va me rudoyer maintenant. Pas du tout. Il m'accueillit au contraire avec des paroles joyeuses, m'accompagna dans l'étable et me montra gentiment comment il fallait attacher les vaches, chose dont je m'étais jusqu'alors acquitté assez mal. Le voyant de si bonne humeur, ma foi, je me mis à causer. Vous avez dû avoir bien chaud ce midi, Jean Derrien, quand vous avez passé du côté des prés. Vous auriez dû faire comme moi et tremper vos pieds dans l'eau, ça rafraîchit tout le sang. Qu'est-ce que tu racontes, fit-il. Je ne suis pas allé du côté des prés. C'était aujourd'hui la foire de Saint-Trémeur et j'en arrive. Je m'aperçus alors seulement qu'il avait sa veste des dimanches. Tiens, je croyais, il m'avait semblé, je balbutiai maladroitement. Heureusement que la corne sonna pour le souper. À table, je ne desserrais pas les dents, mais j'avais l'esprit bien tourmenté, je vous promets. Je couchais au bas bout de la cuisine avec la grande servante, Arvates Braz, la principale domestique. Nous partagions le même lit. Quand nous fûmes toutes deux dans nos draps, je dis à ma compagne, « Il y a un malheur suspendu sur cette maison. » Je lui contai l'aventure. Elle me traita de folle, mais je vis bien qu'au fond elle n'était pas plus rassurée que moi-même. Comme le jour approchait, mais avant que les coqs n'eussent chanté, j'entendis qu'on appelait la grande servante de l'autre bout de la cuisine où était le lit des maîtres. Je la poussai du coude, elle se leva. Peu d'instants après, elle accourait m'apprendre que Jean Derrien venait de trépasser. Il était mort d'un coup de sang. Conté par Naïk, fruitière ambulante, Quimper, 1888. Chapitre 10. L'intersigne des rames. Un soir, après souper, nous étions, comme cela, à causer au coin du feu. On était en plein hiver, et vous savez si, en cette saison, le vent souffle sur nos côtes. Je n'avais que 10 ans à l'époque, j'en ai aujourd'hui 63, mais de semblables souvenirs ne sortent de la mémoire que lorsque la vie s'en va du corps.
D'entendre meugler la tempête, on en vint tout naturellement à parler de mon frère aîné Guillaume, qui était alors marin sur la mer. Ma mère fit observer que depuis longtemps on avait eu de ses nouvelles. Sa dernière lettre était datée de Valparaiso. Dans cette lettre, il se disait en parfaite santé, mais elle remontait déjà à 6 mois. Il est vrai que les matelots ne sont pas prodigues d'écriture. Tout de même, disait ma mère, je voudrais bien savoir où il est à cette heure, pourvu qu'il n'ait pas à pâtir du coup de vent qu'il fait ce soir. Là-dessus, on commença les prières, auxquelles on ajouta un pater tout exprès à l'intention de mon frère Guillaume. Puis nous nous en fûmes couchés. Moi, je partageais le lit de ma sœur Coupaya. Nous dormions déjà à moitié lorsque la voix de ma mère nous réveilla. Son lit était placé au bout d'une autre, à côté de l'âtre. « Eh, les enfants, est-ce que vous n'entendez pas ?»« Quoi donc, mam ?»« Ce bruit au dehors. » C'est moi qui couchais au bord. Je me levai sur mon séant et je tendis l'oreille. « Oui, dis-je, j'entends le bruit de 4 rames qui frappent l'eau en cadence. »« Est-ce tout ?» demanda la bonne femme. « Non, ma foi, j'entends aussi des gens converser entre eux. »« Sors donc du lit, Marie-Sainte !» C'est l'abréviation générale en Basse-Bretagne pour le prénom très fréquent en pays trécorois de Marie-Hyacinthe. Et entr'ouvre la fenêtre pour tâcher de comprendre en quelle langue il parle. J'obéis. J'entr'ouvris la fenêtre avec précaution, de peur que la bourrasque ne m'en poussât les bâtons à la figure. Les voix venaient de la mer dont notre maison, celle-là même que j'habite encore, n'était séparée que par la route. C'étaient évidemment les voix des 4 rameurs. Ce qu'il y avait de bizarre, c'est que chacun d'eux avait l'air de parler dans une langue différente. Quelques mots arrivèrent jusqu'à moi. Je les ai retenus, les voici. Hurrah, cinémara, dali, arriboué. Anglais, espagnol, italien, il y avait peut-être là-dedans de tout cela à la fois. Il me sembla aussi que l'un des hommes du canot mystérieux s'exprimait en breton. Mais dans ce charabia de langues, et surtout à cause du vent, je ne pus distinguer ce qu'il disait. « Eh bien, Marie-Sainte, interrogea ma mère. « Ce doit être, répondis-je, le canot de quelque navire en détresse dans nos parages, et qui a à son bord des matelots de divers pays. Rallume la chandelle en ce cas, afin que ces pauvres gens trouvent une maison éclairée quand ils débarqueront. » Ma mère était une femme secourable. Elle aimait à rendre service dans la mesure de ses moyens, surtout lorsqu'elle avait affaire à des marins, car on l'était chez nous de père en fils. Moi, de rallumer la chandelle et de passer mon jupon et mon corsage. Je grelottais de froid, un peu de peur aussi, je l'avoue. Puis je restais là, à attendre, 1/2 heure, 1 heure. Mais personne ne vint cogner à la porte. Les hommes du canot avaient dû débarquer, cependant. On n'entendait plus ni bruit de rames, ni bruit de voix. À la fin, ma mère me dit de me recoucher. Coupaya était déjà rendormie. Malgré la frayeur étrange dont je me sentais saisie, je ne tardais pas à faire comme elle. Le lendemain, dès le point du jour, le premier soin de la vieille Toulousaine fut d'aller aux informations. Mais elle eut beau questionner de porte en porte, elle ne put recueillir aucun renseignement. Personne, hormis nous, n'avait eu vent de quoi que ce fût. Même les douaniers de garde, cette nuit-là, entre Buguélès et Trestel, juraient leur plus grand serment que pas un navire n'avait été en vue et que pas un canot n'avait rangé la côte. Ma mère rentra, la figure toute pâle. La journée se passa pour nous à attendre la nuit avec impatience, et cependant à craindre sa venue. Comme nous nous mettions à table pour souper, le second de mes frères, qui était allé la veille par mer à Perros, se montra dans le cadre de la porte. Nous ne comptions pas sur lui avant la marée suivante. J'apportai son couvert et le repas commença. Tout à coup mon frère poussa un cri. « On a donc suspendu aux poutres de la viande saignante ?» dit-il en levant les yeux au plafond. « Tu auras bu de trop ?» répliqua ma mère, que cette exclamation avait troublée. « Dame, voyez plutôt, ce ne sont cependant pas des gouttes d'eau salée que j'ai là. » Il avait posé sa main à plat sur la table. Sur le dos de cette main,
3 larmes rouges étaient en effet tombées, on ne sait d'où, 3 larges gouttes de sang frais. Peut-être faut-il rapprocher de cet épisode une croyance écossaise. 3 gouttes de sang froid tombant du nez indiquent la mort d'un parent. Ma mère devint aussi blanche qu'un cadavre. Pour sûr, murmura-t-elle, il y a un malheur sur l'un des nôtres. Chacun gagna son lit, mais une même pensée nous tint tous éveillés, jusqu'à ce que la fatigue eût raison de notre épouvante. Nous écoutions si les rameurs inconnus ne faisaient pas entendre le bruit cadencé de leurs avirons. Le vent s'était apaisé, la nuit était silencieuse. Nous n'entendîmes rien de particulier. Il n'en fut pas de même le 3e soir. Ma mère venait d'éteindre la chandelle quand de nouveau arriva jusqu'à nous le plic-ploc de 4 rames frappant l'eau 2 à 2. De nouveau, je me levai. Cette fois, je voulais en avoir le cœur net. Je voulais voir. Je me rhabillai et je sortis. La mer miroitait sous la lune. Je fouillai des yeux toute l'étendue claire des eaux. Je ne vis que les rochers de Saint-Gildas qui semblaient des spectres, et, très loin, les bêtes mauvaises, les 7 îles. De barques, point. Et cependant le plic-ploc continuait de résonner dans la nuit, comme un tic-tac régulier d'horloge. Mais c'était tout. Les rameurs nageaient en silence. Ils ne conversaient plus entre eux dans leurs multiples jargons. Mon frère m'avait rejoint sur la falaise. Il avait l'œil plus exercé que le mien. « Eh bien ?» nous demanda la vieille quand nous eûmes repassé le seuil. Mon frère répondit « Ce doit être un intersigne de marin. » Ma mère de son lit commença aussitôt le De Profundis. Nous pensions tous à Guillaume, et tout en priant, nous ne pouvions nous empêcher de sangloter. Je ne crois pas que nous ayons pleuré autant un mois après, lorsque la mère, de retour de Tréguier, où elle avait été touchée sa délégation au bureau de la marine, nous annonça que Guillaume était mort. C'était le sous-commissaire qui lui avait communiqué la chose. Juste le soir où, pour la première fois, nous avions entendu le bruit des rames. Le frère aîné, étant à Carical des Indes, avait été commandé pour aller à terre avec le canot du bord en compagnie de 3 matelots, chercher des officiers. Il était revenu au navire avec un fort mal de tête. Le lendemain, son nez avait saigné. Le surlendemain, on avait débarqué son cadavre pour être inhumé dans le cimetière catholique. En ce monde, il ne faut s'étonner de rien. Tout s'y fait par la seule volonté de Dieu. Conté par Marie-Sainte Toulousan, Port-Blanc, août 1891. Le paysage de mer que l'on embrasse du Port-Blanc est le soir l'un des plus fantastiques que je connaisse. À droite est l'île de Saint-Gildas avec sa chapelle de pierre brute, son petit bois de pin et la grande traînée de ses roches éparses. À gauche, c'est Croix-Gay, l'île aux femmes, et plus au nord, les masses cyclopéennes du Castelneve et du Castelcoz, du Châteauneuf et du Châteauvieux. Par derrière s'aperçoit Thomé, en breton Taféac, longue échine tourmentée, où la lumière se joue, suivant le temps et l'heure, en teintes adorables ou sinistres. Enfin, à l'extrême horizon, comme bâties aux confins de la mer visible, apparaissent Argentiles, les 7 îles, Rouzic, la Roussotte en tête. Véritables apparitions, en effet, fantômes capricieux qui, par les jours clairs, semblent s'avancer jusqu'à toucher presque la côte, puis soudain s'évanouissent dans la brume, dans la profonde immensité grise, comme ces demeures enchantées que l'imagination bretonne croit voir surgir à époque fixe du mouvement infini des eaux. L'intersigne de l'étang. Jean Trémeur, du village de Kergon, non loin de Quimper, était sur la semaine un bon journalier. Mais le dimanche, c'était miracle quand il ne s'attardait pas jusqu'à nuit close à boire chopine dans les auberges de Pinhard qui étaient sa paroisse. Le plus souvent, il fallait souper sans lui. Quelquefois même, on l'attendait encore après les écuelles lavées et les grâces dites. Alors Périna, sa ménagère, commandait à sa fille Josique. « Mets ta cape et va chercher ton ivrogne de père. Sans cela, il est capable de laisser ses jambes au cabaret et de se noyer dans l'étang. »
Il y avait en effet un étang profond sur le bord de la route dans une ancienne carrière abandonnée, et c'est bien pourquoi Josique n'obéissait jamais qu'à contre-cœur. Elle avait frayeur d'avance d'être obligée de passer auprès de ce grand trou d'eau où l'on voyait, disait-on, des choses de nuit et d'où l'on entendait sortir des bruits d'épouvante. Tout de même elle allait, parce que si elle avait rechigné, sa mère l'eût battue, et puis elle aimait bien son père, qui était gentil avec elle, et ne se faisait pas trop tirer la veste pour rentrer quand c'était elle qu'on lui envoyait. Or, ce soir-là, il y avait clair de lune, et la surface de l'étang, noire d'habitude, brillait comme de l'argent neuf. Josique, à cause de cela, au lieu de détourner la tête comme de coutume, glissa un coup d'œil du côté de l'eau. Elle ne fut pas peu surprise de voir qu'il y avait sur l'autre bord une lavandière, agenouillée dans sa caisse de bois, qui, les manches retroussées, s'apprêtait à laver du linge. La fillette ne distinguait pas son visage, mais comme elle portait la coiffe et tout l'accoutrement des paysannes de la contrée, Josique ne douta point que ce ne fût quelqu'une de la paroisse, et elle s'enhardit à lui adresser la parole selon l'usage. « Je crois que vous l'avez, dit-elle. « Oui, Josique, répondit la femme en appelant l'enfant par son nom, comme si elle la connaissait. « Vous avez choisi un drôle de jour et une drôle d'heure, fit Josique encore plus rassuré. La femme répliqua, « Dans notre métier, on n'a pas le choix. C'est donc de l'ouvrage pressé? » Oui, Josique, car c'est le drap de mort dans lequel on ensevelira demain celui que vous allez chercher. Et, en disant cela, la femme déploya devant elle un linceul qui s'élargit jusqu'à couvrir tout l'étang. Josique, folle de peur, s'était mise à courir vers le bourg. Elle arriva à hors d'haleine sur le seuil du débit, où elle savait que son père avait coutume de faire ce qu'il appelait, comme au chemin de croix, sa dernière station. Sa conviction était qu'elle allait le trouver mort, en sorte qu'elle fut toute soulagée de constater qu'il n'était pas beaucoup plus saoul qu'à l'ordinaire. Moitié le tirant, moitié le soutenant, elle l'emmena. Lorsqu'ils arrivèrent au trou d'eau, il n'y avait plus là ni lavandière, ni linceul. Josique pensa. C'était quelque voisine, je parie. Ça l'a ennuyée d'être vue lavant un dimanche à une heure où elle espérait bien qu'il ne surviendrait personne. Alors, par crainte que je ne la reconnaisse, elle m'a dit des choses d'épouvante pour me faire sauver. Elle n'en parla donc pas à son père, ni non plus à sa mère, qui était couchée quand ils furent de retour. Et elle se mit au lit, l'esprit tranquille, tandis que l'ivrogne s'installait, comme à son habitude, au coin de l'âtre pour manger la soupe qu'on avait la précaution de lui tenir chaude dans les cendres. Que se passa-t-il ensuite? Dieu le sait. Toujours est-il que Périna, s'étant réveillée dans la nuit, s'aperçut que son mari n'était pas encore venu la rejoindre. Elle le héla un peu durement, persuadée qu'il était resté endormi sur l'escabeau du foyer. Comme il ne répondait pas, elle se leva pour le secouer. À la lumière de la chandelle de résine qu'il avait laissé brûler, elle vit qu'il avait entre les genoux son écuellée à moitié pleine. Et il dormait, en effet, mais du sommeil de ceux qui n'ont plus jamais faim ni soif, du dernier sommeil. Dwedar bardono dan anaum. Dieu pardonne aux défunts. Conté par Jean-Pierre Dupont, Quimper. La pipée de Joson Briand. Joson Briand demeurait alors à Kermarker, manoir situé en Pin-Bénan, à 1 kilomètre environ du bourg, et dont l'avenue s'amorce au chemin de Port-Blanc. Toute cette route de Pin-Bénan à la mer est jalonnée de maisons à sinistres souvenirs. Je vous parle d'il y a 60 ans environ. Il avait coutume, le soir, après souper et les prières dites, de rester au coin de l'âtre à fumer une pipée. Ce soir-là, quand il voulut bourrer sa pipe, il s'aperçut, non sans humeur, qu'il ne restait plus que quelques grains de poussière de tabac dans sa blague. Sa femme lui dit, du lit clos où elle était allongée déjà, « Offre à Dieu cet ennui, Joson, tu trouveras d'autant plus de saveur à ta pipée de demain. » « Ce n'est pas à mon âge qu'on change ses habitudes, » répondit le fermier. « Songe donc que tout le monde est couché dans la maison. Tant pis,
J'irai moi-même au bourg chercher du tabac. » Et il fit comme il disait. Pour arriver au bourg de Pinvenant, il avait à passer Bar-en-Éole, et vous savez que c'est un mauvais endroit. Il est de tradition dans le pays qu'une groire y guette à l'angle des deux routes les gens attardés. La groire, la sorcière. Nombreux sont ceux qui, par elle, ont été traités de vilaine façon. Un peu avant de parvenir à cet endroit, Joson Briand eut soin de tirer ses sabots et de marcher nu-pieds, afin de n'éveiller point l'attention de la vieille. Déjà, il avait laissé à quelques pas derrière lui la borne de pierre blanche, sur laquelle était d'ordinaire assise la fée malfaisante de Bar-en-Éole, quand il croisa 4 hommes portant un cercueil. « Que veut dire cet enterrement de nuit ?» pensa Joson. Il eut d'abord l'idée d'arrêter les porteurs et de les interroger, mais réflexion faite, il préféra se ranger dans la douve sans leur adresser la parole. Au bourg, il trouva la buraliste encore sur pied, acheta sa provision de tabac et s'en revint chez lui. Au retour comme à l'aller, il put passer Bar-en-Éole sans encombre. La groire était sans doute occupée ailleurs. En arrivant à l'avenue d'Orme qui conduit de la route au manoir de Kermarker, il ne fut pas peu surpris de voir la barrière grande ouverte. Il était sûr de l'avoir fermée derrière lui lors de son départ pour le bourg. C'était chose qu'il recommandait toujours à ses valets de ferme et à laquelle lui-même ne manquait jamais à cause de toutes les bêtes, chevaux, vaches ou moutons que les gens de Pinvenant ne laissaient que trop volontiers vaguer dans ces parages. Il pesta un brin, ramena l'un contre l'autre les battants de la barrière et assujettit solidement la chaînette qui les nouait. Puis il enfila l'allée sous l'ombre noire des arbres, tout en songeant à la bonne pipée qu'il fumerait avant de se coucher au coin de l'âtre, les pieds à la braise. Il l'avait bien gagné, vraiment. Mais en entrant dans la cour, il fut frappé de stupeur. Le cercueil qu'il avait croisé tantôt était placé en travers de sa porte, et les 4 hommes se tenaient à côté, immobiles, 2 à chaque bout. Joson Briand n'était pas un trembleur. Il avait fait la guerre au temps du vieux Napoléon. Il marcha droit aux 4 hommes. « Vous vous trompez d'adresse, » leur dit-il. « Personne ici n'a fait prendre de mesures pour les 5 planches. »« Celui qui nous a envoyés ne se trompe jamais, » répondirent les hommes d'une seule voix, et l'on eût dit que cette voix sortait de la terre des morts. « C'est ce que nous allons savoir, » s'écria Joson Briand. Il enjamba le cercueil, ouvrit la porte, mais à peine entré, il trébucha en poussant un long soupir. Quand on le releva, tout son sang lui était sorti par le nez. Il eut encore le loisir, cependant, de raconter son aventure et de faire connaître ses dernières volontés, mais non de fumer sa dernière pipée. On prétend qu'il la réclame chaque fois que la cheminée fume à Kermarker. Conté par Françoise Thomas, pêcheuse de Goémon, Pinvenant, 1884. Les carrefours sont réputés pour particulièrement dangereux. En Cornouailles, on évite les carrefours après la tombée de la nuit. Courtenay, The Folklore Journal. En Galles, au XVIIIe siècle, quand on conduisait un mort à l'église, on récitait le pater à chaque carrefour. Archaeologia Cambresis. Un Irlandais rencontre une nuit 3 hommes qui portaient un cercueil et le prie de les aider. Il y consent. Il reconnaît ces 3 hommes qui sont des cousins à lui, morts depuis longtemps. Quelques jours après, il apprend que son frère était mort en Californie la nuit même de cette funèbre rencontre. Dîner, Peasant Law from Gaelic Ireland. L'intersigne de l'enterrement. Marie Créacadic, jeune fille de 15 à 16 ans, était servante à la ferme de Kervézen en Briec. Non loin de Kervézen s'éteignait doucement, dans une chaumière isolée, un vieillard aveugle qui était l'oncle de Marie, à la mode de Bretagne, et à qui elle allait quelquefois faire visite. Un matin, elle s'en revenait de Quimper, où elle avait coutume d'aller chaque jour porter du lait avec une petite voiture à bras. On était en hiver, et il faisait à peine jour. Marie se trouva tout à coup devant un char à banc dont un paysan qu'elle reconnut conduisait le cheval par la bride.
Elle n'eut que le temps de se garer avec sa voiture dans la douve. Le char-à-banc passa. Elle vit qu'il contenait un cercueil. Derrière venait le porteur de croix, puis un prêtre, le recteur de Briec, et enfin le cortège funèbre. Marie ne fut pas médiocrement surprise de voir que le deuil était mené par les plus proches parents de son oncle l'aveugle. « Allons, se dit-elle, il paraît que mon oncle est mort. » Elle rentra à Kervézen tout attristée, un peu dépitée aussi qu'on ne lui eût pas fait part de la mort du pauvre vieux qu'elle aimait beaucoup. La maîtresse de maison, remarquant qu'elle avait l'air tout drôle, lui demanda « Qu'est-ce donc qui vous est arrivé, Marie ? Il m'est arrivé que je viens de me croiser avec l'enterrement de mon oncle et qu'on n'a pas daigné me faire part de sa mort. » La maîtresse de maison se mit à rire. « Vous avez rêvé, ma fille, car certes vous n'étiez pas bien réveillée quand vous avez vu ce que vous dites. Si votre oncle était mort, on l'aurait su dans le quartier. » « Eh bien, répondit Marie, j'en aurais le cœur net. » Et elle alla d'une course jusqu'à la chaumière. Elle y trouva le vieil aveugle couché comme à son ordinaire dans le lit clos auprès de l'âtre. Seulement il avait la face toute jaune et ne respirait presque plus. Une de ses filles, qui était là avec d'autres parents, invita Marie à se joindre à eux pour la veiller cette nuit-là, en ajoutant que ce serait sans doute la dernière. Elle ne manqua pas de s'y rendre. Comme elle était un peu fatiguée de sa journée, elle s'assoupit au bout d'une heure ou deux. Soudain, il lui sembla que quelque chose de lourd venait de heurter contre la porte. Elle se réveilla en sursaut et s'aperçut que les autres veilleurs, eux aussi, dormaient d'un sommeil profond. La porte, cependant, s'était ouverte. Marie vit entrer un cercueil qui fut déposé par des mains invisibles sur le banc d'Ocel. Elle eut grand-peur et se tint bien coite à la place où elle était assise. Elle serra même très fort ses paupières sur ses yeux. Mais quand elle ne vit plus, elle entendit. Elle entendit les mains mystérieuses fourrager dans le cercueil parmi les rubans de bois ou ripes qu'on étend sous les cadavres et le chanvre peigné qu'on tord en guise d'oreiller sous leur nuque. En ce moment, l'oncle fit un long soupir. À l'aube, on constata qu'il était déjà froid. Marie Créacalyx s'en fut à Kervézen, le cœur chaviré, prier qu'on voulût bien lui permettre d'assister à l'enterrement. Mais la maîtresse de maison lui fit observer que les pratiques de la ville attendaient leur lait, qu'elle n'était d'ailleurs que la parente éloignée du mort, et qu'elle s'était suffisamment acquittée envers lui en le veillant toute une nuitée. La pauvre fille dut se résigner. Elle s'attela à la petite voiture et se dirigea vers Quimper. Elle rencontra l'enterrement, le vrai cette fois, au même tournant du chemin où elle avait déjà croisé l'autre. Craignant qu'on ne lui fît reproche pour n'être pas venue se mêler au cortège, elle se jeta dans un champ dont la barrière était ouverte. Elle attendit là, en regardant à travers les ajoncs du talus, que le convoi se fût éloigné. Elle s'apprêtait à quitter sa cachette quand elle fut clouée sur place par la stupeur. Voici que, par la route, s'avançait d'un pas hésitant un vieux à la figure jaune comme cire, et c'était son oncle l'aveugle qui suivait à distance son propre enterrement. Pour le coup, Marie Créacalyx s'évanouit d'épouvante. Des gens qui passaient par le champ la trouvèrent une heure plus tard qui gisait dans le fossé. Ils la rapportèrent à Kervézen à demi morte. Contée par Marie Manchet, couturière, Quimper. En Galles, des gens ont rencontré la nuit un cortège mortuaire, et parmi la foule des assistants ont reconnu des voisins morts depuis longtemps. Quelquefois, le convoi funèbre est suivi par des personnes que l'on entend converser entre elles, mais dont on ne comprend pas le langage. Rhys, Celtic folklore. Le convoi de fantômes va parfois de la demeure du mourant à l'église. Owen, Welsh folklore. En Bretagne, certaines personnes ont le don de voir à l'avance les enterrements de leurs proches ou même leur propre convoi. Le Rouzic, Carnac, page 47-48. En Écosse, il est recommandé aux gens qui voyagent de nuit sur une grande route de se tenir sur les côtés du chemin, de crainte de rencontrer un enterrement de fantômes. Les fantômes les jetteraient par terre ou les contraindraient à porter la bière jusqu'au cimetière. J. J. Campbell, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland. En Galles, des gens ont rencontré la nuit un cortège mortuaire
et parmi la foule des assistants on reconnut des voisins morts depuis longtemps. Quelquefois le convoi funèbre est suivi par des personnes que l'on entend converser entre elles, mais dont on ne comprend pas le langage. Rhys, Celtic Folklore. Le convoi de fantômes va parfois de la demeure du mourant à l'église, E. Owen, Welsh Folklore. En Bretagne, certaines personnes ont le don de voir à l'avance les enterrements de leurs proches ou même leur propre convoi. Le Rosic, Carnac. En Écosse, le bruit d'un cercueil que l'on déposerait à la porte est un intersigne de mort. Gregor, Not on the Folklore of the Northeast of Scotland. Dans le sud du pays de Galles, on a pu remarquer qu'un enterrement réel est passé peu de temps après par le chemin où l'on avait vu le convoi fantastique. Showorth Muster, superstition du sud du pays de Galles, revue des traditions populaires. L'intersigne du choix de la tombe. Ceci se passait en un temps où le café n'avait pas encore pris, dans les mœurs bretonnes, la place prépondérante qu'il y occupe aujourd'hui. On en buvait, mais pas chez soi, et jamais plus d'une ou deux fois par semaine, quand on avait occasion de se rendre au bourg. On se réunissait alors à 4 ou 5 personnes de connaissance, chez quelques débitantes réputées pour servir du bon, et l'on échangeait les nouvelles, tout en dégustant avec componction le précieux breuvage. Au Fawet, l'auberge où les paysannes aisées s'attablaient de préférence était celle de madame Morgan, située juste en face du cimetière dont elle n'était séparée que par la route. Était-ce à cause de cette proximité? Toujours est-il que madame Morgan savait d'avance, de façon à peu près certaine, quand un enterrement devait avoir lieu, et s'il serait de première, de seconde ou de troisième classe. Elle avait, comme on disait, des avertissements. Parmi les habitués les plus fidèles de son établissement, aux jours de café, figurait une jeune fermière d'une pureté de traits si exceptionnelle qu'on ne la désignait dans toute la paroisse que par le surnom de Plarquant, jolie fille. Or, un après-midi que Plarquant avait fait mettre au feu la grande cafetière pour elle et pour quelques amis, madame Morgan, au moment de remplir les tasses, dit tout à coup, en promenant les yeux d'une femme à l'autre, « N'est-il pas triste de penser que, sur le nombre que nous sommes ici, il y en aura sous peu une qui manquera ?» « Qu'entendez-vous par là ?» demanda Plarquant, qui avait cru sentir se poser plus longtemps sur elle le regard de la débitante. Celle-ci reprit. « C'est une vision que j'ai eue avant-hier, après le soleil couché. J'étais debout à la fenêtre, dont je m'apprêtais à clore les volets, lorsque mon attention fut attirée par les allées et venues, tout à fait inusitées à cette heure tardive, d'une femme qui circulait entre les tombes du cimetière, le visage penché vers le sol, comme cherchant quelque chose. Je compris tout de suite que ce qu'elle cherchait, c'était l'emplacement de sa propre sépulture. Et je ne me trompais pas, car arrivée là-bas entre la pierre d'Annacabel et celle de Marie Gorin, elle s'arrêta, se mit à genoux, fit le geste de prendre des mesures avec son tablier, puis l'opération accomplie, s'évanouit brusquement dans le crépuscule, mais pas assez vite cependant pour que je n'aie pas eu le temps de la reconnaître. « Ah !» s'écria en chœur toute la tablée, secouée par l'angoisse. « Et qui était-ce » ? « Une de nous, hélas. » « Laquelle ? Au nom de Dieu, dites laquelle ?» « Tout ce que je puis vous révéler, c'est qu'il y en a une parmi nous qui ne boira plus de café en notre compagnie. » Et quelque insistance qu'on apportât à l'en prier, madame Morgan refusa de prononcer une parole de plus sur le sujet. À 2 ou 3 jours de là, le bruit courait au Fawet que la plus jolie paroissienne à qui il eût jamais donné naissance était en danger de mort, et la semaine n'était pas finie qu'on sonnait pour elle les grands glas. À l'enterrement, une des amies qui se trouvait avec elle chez madame Morgan demanda à la débitante « C'était donc elle que vous aviez vue ?»« Oui, la pauvre, c'était bien elle, et vous allez en avoir la preuve au cimetière. » Le cortège funéraire au sortir de l'église se dirigea en effet directement vers l'endroit que madame Morgan avait indiqué, et la fosse de Plarquant avait été creusée exactement à la place que sa semblance avait choisie, entre la tombe d'Annacabel et celle de Marie Gorin. Conté par le Boire, le Fawet.
l'intersigne de l'alliance. Marie Cornic de Bréhat avait épousé un capitaine au long cours qu'elle aimait de toute son âme. Malheureusement, par métier, il était obligé de vivre la plupart du temps loin d'elle. Marie Cornic passait ses nuits et ses jours à se repaître du souvenir de l'absent. Dès qu'il était parti, elle s'enfermait dans sa maison, n'acceptant d'autre compagnie que celle de sa mère, qui demeurait avec elle et qui la morigénait même quelquefois sur cette affection trop exclusive qu'elle avait pour son mari. Elle lui disait sans cesse « Il n'est pas bon de trop aimer, Marie, nos anciens du moins le prétendaient, trop de rien ne vaut rien ». À quoi Marie ripostait par un proverbe « Neneusma navad bar sarbet ». Met caruda bezant caret, il n'est rien de bon dans le monde que d'aimer et d'être aimé. La jeune femme ne sortait de chez elle que le matin, et c'était pour se rendre à l'église où elle assistait régulièrement à toutes les messes, priant Dieu, la Vierge et tous les saints de Bretagne de veiller sur son mari et de le ramener à Bréhat sain et sauf. Le jardin qui entourait sa maison était contigu au cimetière. Elle fit percer une porte dans le mur de séparation et put désormais aller et venir de chez elle à l'église, de l'église chez elle, sans avoir à traverser le bourg sous les regards indiscrets des commères. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Il lui sembla qu'elle venait d'entendre sonner la cloche. Serait-ce déjà la première messe, la messe d'aube? Se demanda-t-elle. Sa chambre était éclairée d'une lumière vague. Comme on était en hiver, elle pensa que c'était le petit jour. La voilà de se lever et de se vêtir en grande hâte, puis de s'en aller d'une course jusqu'à l'église. Elle fut tout étonnée en entrant de trouver la nef pleine de monde, plus étonnée encore de voir que c'était un prêtre étranger qui officiait. Elle se pencha à l'oreille d'une de ses voisines. « Pardon, dit-elle, si je vous dérange, mais que signifie cette solennité? J'étais à la grand-messe dimanche dernier, j'ai attentivement écouté le prône, et je ne me souviens pas d'avoir entendu annoncer de fête majeure pour cette semaine. » La voisine était si profondément absorbée dans son oraison que Marie Cornic ne put obtenir d'elle aucune réponse. À ce moment, il se fit une espèce de remous dans l'assistance. C'était le chasse-gueux qui s'ouvrait passage à travers les rangs serrés de la foule. Le chasse-gueux, les Bretons prononcent « chasse de Dieu », n'est autre que le Suisse. D'une main, il tenait sa hallebarde, de l'autre un plat de cuivre qu'il promenait sous le nez des gens en bramant d'une voix lamentable. « Pour l'Anaon, s'il vous plaît, pour l'Anaon !» Les âmes du purgatoire. Les gros sous pleuvaient dans le plat de cuivre. Marie Cornic regardait s'avancer le quêteur. « C'est singulier, pensait-elle. Je ne reconnais personne ici, pas même le chasse-gueux. Je n'ai cependant pas ouï dire qu'on ait donné un successeur à Pipi-Laure. Dimanche dernier, c'était encore lui qui portait la hallebarde. En vérité, je suis tentée de croire que je rêve. » Elle finissait à peine cette réflexion que le chasse-gueux était près d'elle. Vite, elle mit la main à sa poche. Fatalité! Dans son empressement à accourir à la messe, elle avait oublié de prendre son porte-monnaie. L'homme de la quête secouait le plateau désespérément. « Pour l'Anaon, pour le pauvre cher Anaon !» clamait-il. « Mon Dieu !» balbutia Marie Cornic qui se sentait prête à défaillir de honte. « Je n'ai pas un sou sur moi !» Le chasse-gueux lui dit alors d'un ton dur. « On ne vient pas à cette messe-ci sans apporter son obole aux âmes défuntes. » La malheureuse femme retourna ses poches pour lui faire constater qu'elles étaient bien vides. « Vous voyez bien que je n'ai pas un rouge liard. »« Il faut cependant que vous me donniez quelque chose. Il le faut. »« Quoi? Que puis-je vous donner ?» murmura-t-elle à bout de force. « Vous avez votre alliance d'or. Déposez-la dans le plateau. » Elle n'osa pas dire non. Elle croyait sentir tous les yeux fixés sur elle. Elle fit glisser sa bague de noces hors de son doigt.
Mais à peine l'eut-elle déposé dans le plateau qu'une angoisse étrange lui étreignait le cœur. Elle se prit le front entre les mains et se mit à pleurer en silence. Combien de temps resta-t-elle dans cette attitude? Elle n'aurait su le dire. 6 heures cependant venaient de sonner. Le recteur de Bréhat, en ouvrant une des portes basses de l'église, ne fut pas peu surpris de voir une femme à genoux au pied de l'un des piliers. Il la reconnut aussitôt, et, allant à elle, il lui toucha l'épaule. « Que faites-vous là, Marie Cornic ?» Elle sursauta sur sa chaise. « Mais, monsieur le recteur, j'assiste à la messe. »« La messe? Au moins eussiez-vous dû attendre qu'elle fût commencée. » Alors seulement Marie Cornic songea à regarder autour d'elle. De l'innombrable assistance qui tout à l'heure emplissait l'église, il ne restait plus personne. Elle faillit s'évanouir de stupeur, mais avec de bonnes paroles le recteur la réconforta. « Marie, lui dit-il, racontez-moi ce qui s'est passé. » Elle raconta tout, point par point, sans omettre un détail. Le récit terminé, le recteur prononça tristement. « Venez, Marie, celui qui vous a dépouillé de votre bague de noces n'a pas dû l'emporter bien loin. » Ce disant, il franchissait la balustrade du chœur et gravissait les marches de l'autel. Il souleva la nappe. L'alliance était sur la pierre sacrée. « Emportez-la, dit-il en la rendant à la jeune femme, et rentrez chez vous. Vous avez beaucoup aimé, vous aurez beaucoup à pleurer. » 15 jours après, Marie Cornic apprenait qu'elle était veuve. Le navire que commandait son mari avait sombré en vue des côtes d'Angleterre la nuit où elle assistait à la messe étrange et à l'heure même où le chasse-gueux des morts la contraignait à quitter sa bague. Conté par Jeanne-Marie Bénard, femme d'un douanier et originaire de Bréhat, Port-Blanc en Pin-Venant, Côte du Nord.